Good picture, Steve. Roger, roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac revient sur les annonces du Mobile World Congress qui devrait inspirer l'iPhone 8. Gros plan sur les annonces de Huawei, de Sony et de LG. Les retours de Nokia et BlackBerry. Peuvent-ils profiter des difficultés de Samsung en marge des explosions de batterie, des mises en examen diverses et retards du Galaxy S8 ? Débat. Bonjour à tous, soyez bienvenus à 42 qui forment les futurs talents de la tech et qui nous accueillent désormais chaque semaine. Je vous invite à vous connecter, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en plus de notre chaîne préférée sur Dailymotion. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur iTunes en une version HD et une version audio. Et puis, vous en avez l'habitude, il y a désormais une application iOS pour iPhone et iPad et également une version pour Apple TV. Chose importante qu'on ne vous a pas fait remarquer auparavant, l'application iOS, vous avez une rubrique chapitre pour regarder l'émission par petits morceaux. Si vous n'avez pas le temps de regarder l'émission en un seul coup, voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil aussi bien sur iPhone, iPad et Apple TV. En plateau avec moi pour revenir sur les annonces du Mobile World Congress. J'ai beaucoup de chance cette semaine en la présence de Fanny Bouton de fannysporty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien, tu viens juste de rentrer de Barcelone? Je suis arrivée hier soir après 2 jours de salon et 2 jours de conférence. 2 jours intenses. Autre invité. Oui, 4 jours. Ouais. Autre invité cette semaine en plateau dans Refait le Mac, le partenaire média de cette émission. Il s'agit de Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, salut tout le monde. Ça va bien? Mais ça va bien et toi? Oui, tu crois qu'on pourra faire un portrait robot de l'iPhone 8 après toutes les annonces du Mobile World Congress? J'espère. Bon, l'état de l'art du mobile. On va aussi se tourner vers un autre spécialiste du mobile, un journaliste, un grand spécialiste de la tech. Il s'agit de notre ami Driss Abdi. Bonjour Driss. Salut tout le monde. Journaliste multicarte, hein, c'est bien ça? Exactement. Voilà, et si tout va bien d'ici la fin de cette émission, devrait se connecter et nous rejoindre en vidéoconférence également Monsieur X, l'ancien responsable d'Apple, et peut-être Cédric Ingrand dès que son avion sera posé, ce qui est moins sûr. Allez, place tout de suite au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 3310. Nokia, le fameux Nokia, l'appareil mythique de Nokia est de retour. Il a créé beaucoup de buzz avec une nouvelle version de son téléphone ultra résistant. 17 ans après sa sortie, Fanny, c'était vraiment le coup de com' de cette édition du Mobile World Congress. Alors, le coup de com', je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui a été le plus lu. C'est-à-dire que tous les journalistes qui étaient présents, qui ont fait un article dessus, le lendemain, c'est l'article qui a explosé sur tous les sites internet. Le 3310, c'est ce qui intéressait tout le monde. Donc voilà, donc c'était marrant parce que bon, c'est vrai qu'il est mignon, qu'il ressemble un petit peu, mais il ressemble plus à un autre ancien modèle que le 3310. Il est léger, il est compact, mais voilà, il est orange, très coloré, tout ce que tu veux. Mais bon, c'est pas un smartphone, quoi. Oui, alors on oublie encore qu'il y a, Driss, un marché pour les feature phones, hein, à savoir les téléphones classiques qui ne sont pas des smartphones. Il y a un énorme marché encore autour de ça et Nokia veut y revenir. On va y revenir sur Nokia. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle entité? Mais d'abord parlons du 3310. Oui, justement, tu parlais de Nokia et des feature phones. Il faut savoir que avant qu'ils disparaissent, ils faisaient le gros de leur business sur les feature phones. Pour en revenir à ce qui explique qu'ils aient eu quelques soucis, effectivement, par la suite avec l'arrivée de l'iPhone. 396 millions, hein, c'est le nombre de feature phones qui sont vendus chaque année, donc il y a encore de quoi faire. Ouais. Pour un petit téléphone à 49 €, effectivement, c'est assez intéressant. On va retrouver le fameux Snake, hein, le jeu de serpent qui a bercé le début des années 2000. Ça fait cher le Snake, ouais. C'est cher, 49 €. C'est de voir intéressant le retour un petit peu des trucs old school. On a vu la mini NES chez Nintendo qui a cartonné à Noël, etc. Rétro gaming. Voilà, donc il y a un petit peu ce côté retour en arrière, retrouver le simple, etc. Après, moi j'ai un petit peu peur que ça soit comme la mini NES et que tout le monde l'a voulu, tout le monde s'est rué dessus. Il y avait même rupture de stock à Noël et les gens étaient catastrophés, ça s'est revendu extrêmement cher. Et puis finalement, les gens lui allumé 2 ou 3 fois. Et là, tous ceux que je connais qui l'ont compris, elle est déjà posée en décoration à côté de la télé avec les autres objet de collection. Ouais. Voilà, c'est plus un objet de collection. Et puis il y a une autre question qui se pose aussi.
il y avait une petite discussion autour de ça. Alors moi, je me suis pas assez renseignée, mais peut-être que Driss a la réponse sur le fait que c'est un téléphone 2G et que du coup, bientôt les antennes vont être coupées chez certains opérateurs là-dessus. Donc, est-ce que c'est pas acheter un téléphone qui va servir un an Bonne question. Et est-ce que ça va pas être coupé vite fait qu'on pourra pas l'utiliser? Alors, il y en a qui disent que la 3G va être coupée avant la 2G. Non, je peux te dire que la 2G est en train d'être coupée chez certains opérateurs français, notamment. Monsieur X pourra nous le confirmer quand il sera dans cette émission tout à l'heure. Driss, une petite réaction autour du 3310. Moi, je trouve que c'est un beau coup de pub parce que justement, Nokia revient et quoi de mieux que d'avoir ce téléphone emblématique, hein. Juste pour donner une idée, ce stand était pris d'assaut. Même aujourd'hui encore, pour accéder sur le stand, il fallait jouer des coudes et pas pour voir les dernières innovations Nokia 3 ou Nokia 6, juste pour voir ce 3310 qui, dans le fond, est quand même super cher pour un feature phone parce qu'à 49 €, aujourd'hui, un feature phone, c'est moins de 30 € quand même. Ouais. Ton avis, Didier, sur le 3310, on ne peut pas vraiment dire que ce soit vraiment un téléphone très innovant. C'est un peu triste finalement de voir que l'événement de ce salon, c'est un peu à l'image de cette industrie qui a du mal à innover, soit un téléphone, un revival d'un téléphone qui est sorti il y a 20 ans. Bon, c'est aussi une marque qui avait besoin de se réinventer un petit peu. Je pense qu'ils avaient besoin de jouer sur la nostalgie. Après, moi, je rejoins beaucoup Fanny sur le côté nostalgique. Mais sauf que là, contrairement à la NES, on ne peut pas en faire grand-chose quand même de ce téléphone. C'est-à-dire que même si les journalistes justement qui sont là-bas, qui ont un petit peu ces âges du... Enfin, voilà, on a tous eu, je pense, à l'adolescence, le 3310, le T610, mais au-delà d'avoir l'objet en main, on va rien en faire. C'est vraiment un truc qui va être dans le placard tout de suite. La NES, tu vois, tu pouvais y jouer encore un petit peu au début. Et donc là, voilà, je suis pas sûr qu'ils vont en vendre des tonnes sur nos marchés, en tout cas. En tout cas, ça peut être un téléphone de secours, Wiko, un téléphone de qui sont punition pas pour nos enfants lorsqu'ils cassent leur iPhone. Pas forcément un téléphone de punition, parce que moi je me dis, quand tu as un enfant de moins de 11 ans qui n'est pas encore au collège, etc., maintenant c'est vrai qu'ils veulent tous jouer, donc la tablette est un bon compromis parce que c'est un grand écran, on peut lire, ils peuvent lire des comics, des bandes dessinées, des mangas, les utiliser pour jouer, regarder des vidéos, mais du coup avoir un smartphone n'est pas utile à cet âge-là, et avoir un petit téléphone qui solide, téléphone très bien, important, solide, et pouvoir envoyer des textos avec un forfait à 2 €, voire 0 € chez certains opérateurs quand on a déjà la box, je pense que c'est un bon compromis. Moi, si j'avais encore des enfants en bas âge, en tout cas... ça peut revenir, Fanny. Non, c'est fini. En tout cas, voilà, c'est... on passe une annonce ce soir. Je pense que... Quel pénible. C'est vraiment de faire... de prendre un petit téléphone qui permet de téléphoner, d'envoyer des textos, que si on se fait racketter ou en tout cas qui ne va pas attirer l'attention plus que ça et d'accompagner. Il est aussi solide que les autres. On va faire un test, on va leur demander, on va je vérifier ne suis ça. pas sûre. Il est très mignon, très plus bien glossy, fini, mais je suis pas sûr, il il a un est écran super plus grand. léger. Il est très mignon, il a une prise en main agréable. Mais après, c'est vrai que ça fait pas... moi, je pense que si on le jette contre un mur, il sera pas aussi... voilà. Alors Didier, derrière cette annonce, c'est surtout le retour de Nokia qu'il faut souligner, mais c'est pas véritablement Nokia qui est de retour, mais plutôt HMD. Tu t'es un petit peu renseigné sur HMD, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est très compliqué ce qui se passe autour de Nokia, il faut arriver à s'y repérer. Donc Nokia a été revendu à Microsoft, la division mobile, et en fait ce qui s'est passé, c'est que des anciens de Microsoft et de Nokia, ils viennent aussi même de Rovio. C'est plutôt des Finlandais, c'est plutôt donc les historiques de Nokia. Ils ont monté cette boîte qui s'appelle HMD, mais qui, eux, ne fabriquent rien en tant que tel. C'est une start-up. C'est une start-up. Alors, ils font le développement en fait, de ces téléphones. On ne sait pas jusqu'à quel point, puisqu'en fait, derrière, donc, il y a le gros Foxconn, qui, lui, fabrique vraiment les téléphones. Alors, est-ce que Foxconn met beaucoup de pression, notamment pour mettre Android, forcément, et pour faire certains types de téléphones adaptés à certains marchés. Donc voilà, on a HMD et on a toujours Nokia donc, qui est l'entité originelle. C'est celle-là qui a racheté WeThings, d'ailleurs, qui fait aussi du réseau. Donc il y a ces deux entités qui ont la même marque, mais qui agissent sur des marchés différents. Donc voilà. Et puis derrière cette société, l'un des principaux bailleurs de fonds d'HMD, c'est une société qu'Apple connaît bien, puisqu'il s'agit de Foxconn, comme quoi tout est connecté dans la tech. Et on salue Monsieur X qui vient juste de se connecter. Bonsoir Monsieur X. Bonsoir Olivier. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Allez, puisque on commence tout de suite avec toi, une brève réaction sur les phénomènes 3310 et le retour de Nokia, plutôt d'HMD. Écoute, personnellement, je ne comprends pas. Moi, je me souviens très bien de mon 3310. En fait, c'est le premier téléphone que j'ai eu dans ma vie, le premier téléphone portable. J'avais plus de 30 ans. J'ai mis un peu de temps à avoir un téléphone portable. Et personnellement, moi, je ne suis pas du tout nostalgique en général, et avec la technologie en particulier. Donc, pour moi,
ce revival du 3310, c'est un petit peu comparable au phénomène de la ressortie du Rubik's Cube à chaque Noël. C'est un joli coup marketing, Monsieur X, vous qui veut. Oui, voilà, c'est un coup plutôt de communication, de marketing produit. Mais je pense qu'on en reparlera dans 3 mois. Le phénomène, à mon avis, va être de courte durée, il va être éphémère. Et je gage, oui, que dans 3 mois, on n'en parlera plus. Que va devenir ce téléphone si les réseaux 2G sont coupés en France, comme c'est prévu par les opérateurs, pour basculer sur la 3G et la 4G ? C'est sûr que si les opérateurs en France se décident à couper le réseau 2G en faveur du 3G et de la 4G, parce qu'ils ont besoin de récupérer leurs antennes pour passer de la data, le 3310 là, que tu risques d'acheter va devenir tout simplement une brique. Voilà, maintenant, bon, il faut raison de garder. Je pense pas que cette coupure définitive du réseau 2G arrive rapidement. Et puis bon, de toute façon, si ça arrive, écoute, on se sera fait plaisir en rachetant un 3310 nouvelle génération. C'est une somme, je crois, de 50 €. Donc 49 c'est pas €, exactement. 49 €, mais ce que disait Driss, c'est que ça fait cher pour un feature phone, puisqu'on a des téléphones qui font la même chose actuellement, qui sont qu'à 30 €, quoi. Oui, mais ça participe je pense, du même phénomène, mais là encore un peu plus accentué, de ressortie, vous savez, de la console de jeu Nintendo à Noël, la Super NES. Juste avant que tu Voilà, c'est exactement ce que disait tout à l'heure Fanny, Bon. donc on va pas se développer. Tiens, juste peut-être, Driss, tu as pu vérifier l'histoire des fréquences ? Ouais, je te confirme, c'est un 2G. Voilà. Ouais, c'est bien ce que j'avais entendu, et qui m'effraie un petit peu quand même. Allez, après le chiffre de la semaine, on revient au sondage de la semaine. Quel smartphone vous a le plus emballé lors de ce Mobile World Congress 2017 ? Vous étiez près de 200 personnes à répondre. Ça ne vous a pas trop emballé d'ailleurs, justement, cette question. Et les résultats sont très partagés. 33% pour l'LG G6, 33% pour le Huawei P10, 17% pour le BlackBerry K1 et encore 17% pour le Sony Xperia XZ Premium. On peut dire, de manière générale, que les annonces sont plutôt... c'est pas transcendant non plus. Il manque Samsung, mais on parlera en fin d'émission. Non, c'est vrai que tu as eu le revival de Nokia avec le 3310. Il y a eu BlackBerry aussi avec son K1. Tu as le P9 de Huawei qui est assez intéressant, notamment techniquement, mais on n'a pas eu ce gros coup de cœur, ce téléphone, waouh, que tu as vraiment envie d'acheter. Ouais, il est sympa, mais voilà, je cours pas après. Non, c'est clair que si tu as le P9, c'est pas la peine de prendre un P10. Et si tu as un iPhone non plus, parce que c'est un clone de l'iPhone, on le présentera tout à l'heure. On va parler d'un autre revival, d'un autre retour, comme le soulignait notre ami Driss. C'est un autre retour, c'est celui après Nokia de BlackBerry. Autre revenant de ce Mobile World Congress, Fanny, le retour de BlackBerry. Eh bien oui, le BlackBerry avec un nouveau smartphone à clavier. Le K1. Le K1. Écoute, une conférence où ils sont revenus sur le fait que forcément le clavier manquait à beaucoup de gens. Ils ont fait donc des concessions du coup, ou pas de concessions, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire un smartphone qui est aussi long, avec un écran aussi long. Ils ont rajouté le clavier en dessous, donc ça fait un smartphone très long. Plutôt joli, plutôt bien fini. Ouais. Ils veulent revenir, et alors ils veulent surtout revenir dans le marché des smartphones premium. Et ça, par contre, ça me paraît un petit peu ambitieux. Donc le K1, en résumé, c'est un téléphone avec un écran de 4,5 pouces, qui est quand même pas très loin d'un iPhone 6, donc c'est quand même assez confortable, mais avec un vrai clavier, donc en gros, il a la taille d'un iPhone 7, quoi, en gros. Plus. Pas en largeur, mais en longueur, oui. Ouais. Il est un peu plus, il fait un peu étroit du coup et très long. Et dans une poche, voilà. Donc en main, ça va à peu près, mais à ranger, c'est un petit peu. Et on l'a pas dit, le tout fonctionne sous Android 7, donc c'est un BlackBerry, mais avec sous Android. Sous Nougat, donc en BlackBerry. Driss avait annoncé l'arrêt de la production de ces téléphones. Donc encore une fois, c'est pas BlackBerry véritablement qui sort ce produit. C'est une licence. Non, on peut faire une analogie sur Nokia. Nokia qui n'est pas vraiment Nokia, c'est HMD derrière. Là, derrière BlackBerry, tu as BlackBerry qui se concentre sur les réseaux également et les solutions logicielles. Là, derrière ce terminal-là, tu as TCL, qui est également le constructeur derrière la marque Alcatel. Voilà, et Thomson également pour les téléviseurs, mais oui, effectivement, c'est une grande marque chinoise qui derrière BlackBerry. Monsieur X, votre réaction de ce retour de BlackBerry, c'est une bonne idée de remettre le clavier physique, c'est la signature de la marque. Si seulement BlackBerry il avait sorti il y a 3 ans ce téléphone, il aurait fait certainement un carton, Monsieur X. Écoute, moi dans l'absolu, le retour de BlackBerry, et de cette belle marque, j'ai envie d'applaudir des deux mains. Pourquoi ? Parce que c'est synonyme de plus de concurrence. Et plus de concurrence, c'est toujours synonyme de plus d'idées.
et en général de qualité pour le marché des smartphones. Par contre, le clavier physique, là j'ai un peu des doutes. J'ai l'impression de voir Philips, tu sais, au milieu des années 2000, qui affirmait devant l'arrivée du MP3 que le marché des CD n'était pas mort et que le futur en fait de la musique, c'était une nouvelle forme de disques qui étaient les 1000 disques. Voilà, et que c'était les 1000 disques qui seraient le cœur de la révolution numérique. Bref, avec BlackBerry qui annonce un nouveau modèle avec un clavier physique, moi j'ai l'impression qu'ils essayent de regarder le futur de manière un petit peu angoissée, à l'aune en fait de ce qu'ils ont réussi à faire dans le passé, qui était le clavier. Donc ça fait monde d'un certain schéma mental où tu regardes uniquement le futur à base du passé, mais moi je suis persuadé que le clavier physique, c'est pas le futur du smartphone, et que BlackBerry, tant qu'à revenir, ferait bien de se remettre en cause de manière beaucoup plus complète. Vraiment, là, le clavier n'a pas été apprécié par les gens qui avaient l'habitude du BlackBerry et tous les journalistes avec qui j'en ai parlé. C'est pas un vrai BlackBerry. Le confort du clavier n'est pas celui des modèles iconiques de la marque. Il y a quand même une bonne idée, c'est la barre d'espace qui sert de lecteur d'empreintes digitales. Je trouve ça que c'est une bonne idée. D'un côté, Didier, ton avis sur ce type de produit, comme Monsieur X, le clavier, Steve Jobs le disait déjà il y a 10 ans lors du lancement de l'iPhone 7, le clavier physique, c'est à conjuguer au passé? Oui, puis d'ailleurs, c'est assez drôle de revoir la keynote où il explique justement que le clavier physique, c'est un peu de l'espace perdu à l'écran, et d'ailleurs, ça fait des téléphones un peu bizarres. Mais il y a quand même des irréductibles. Enfin, je sais pas si tu regardes les photos People régulièrement, mais il y en a une qui est très célèbre. Une rubrique très sympa dans ma exactement, tous les vendredis. Voilà. Et il y en a une qui est une Instagrammeuse finie qui s'appelle Kim Kardashian, qui a encore les deux téléphones. Elle a son iPhone et son BlackBerry. Et je pense que c'est pas que le clavier, c'est aussi la suite qui est derrière. Enfin, ils ont vraiment leurs petites habitudes. Ouais. Et après, sauf que là, on se retrouve sous Android, donc on ne trouve pas la suite habituelle évidemment des applications, notamment BBM, qui a eu un énorme succès en son temps, sur BlackBerry, mais encore une fois, on demande à voir 599 € de disponibilité en avril. On va parler maintenant d'un autre téléphone chinois, mais une marque qui a vraiment le vent en poupe en ce moment, c'est Huawei. Huawei avait déjà fait parler de lui l'année dernière avec son accord avec Leica. Le constructeur chinois mise tout sur l'appareil photo, encore une fois, avec Leica, avec le P10 cette fois-ci. Le P10, regarde qu'on a en plateau. Tu l'as amené? Ouais, regarde. Je l'ai emmené, puis j'ai ramené son petit frère le P9, pour qu'on voit un petit peu les différences aussi. De premier abord, donc à gauche, le noir, c'est c'est l'ancien, c'est le P9. Et le nouveau, le P10. Donc il s'est un petit peu arrondi. C'est surtout qu'il ressemble beaucoup plus à un iPhone. Ouais, c'est un peu arrondi. Si tu le remets de dos, regarde. Hop là, voilà. Voilà, il a les petites antennes qui ont migré en hauteur. Donc effectivement, il est moins carré que le modèle précédent. C'est pas non plus. Il a perdu de sa signature, oui. Il fait beaucoup plus classique. Il passera beaucoup plus inaperçu. Qu'en tout cas, on ne saura pas forcément au premier abord que c'est un P10. Ce qu'on peut voir, c'est le petit capteur là d'empreinte qui est passé. C'est un bouton ou un capteur, ou les deux? Alors, c'est un capteur d'empreinte digitale. C'est pas bouton. C'est pas un bouton, c'est un capteur. Et en plus, surtout, il permet aussi de naviguer. Donc, on peut slider, on peut faire des double tap, etc. Il est tactile. Parce qu'après, sinon, non, c'est un menu Android classique qui est au-dessus, en fait. Ouais. Donc, d'ailleurs, Cédric Ingrand s'est beaucoup moqué de moi parce que le premier jour, j'étais là en train d'essayer d'appuyer en dessous et au niveau du clavier. Voilà. C'est vrai qu'il va essayer de nous rejoindre, mais j'ai bien peur que son avion ait un peu de retard. Donc, je pense pas qu'il sera avec nous ce soir. Driss, c'est la marque de fabrique depuis maintenant un peu plus d'un an de Huawei, cette association avec Leica qui fonctionne bien. Elle est un peu différente de la philosophie d'Apple, avec ces deux capteurs photo qui sont au dos, avec toujours un capteur monochrome qui est la marque de l'appareil photo noir et blanc par excellence, Leica. Exactement, et les deux capteurs ont même résolution si je me souviens bien. Moi j'étais avec famille à Barcelone, moi ce qui m'a marqué surtout avec ce téléphone c'est que sur certains angles, honnêtement, tu as un iPhone quoi. Je lui disais mais il est bizarre ton iPhone là, tu l'as tweaké, tu as fait un truc. Mais en même temps quand tu regardes, la plupart des smartphones aujourd'hui ils ressemblent tous à l'iPhone, c'est un truc de fou. À Barcelone où qu'on aille, on retrouvait les mêmes antennes sur les côtés, tu sais c'est aussi pour ça que quand on parlait tout à l'heure de ce manque d'innovation, c'est peut-être lié à ça également. Bon, on attend le 29 mars pour trouver quelque chose qui va enfin nous redonner envie.
Pour revenir sur la photo, déjà le P9 marchait vraiment très très bien. Il était un peu en dessous du Samsung sur les photos classiques, c'est vrai. Mais par contre, tout ce qui était petites features et entre autres l'effet bokeh, on a un vrai travail de photographe. Il y a vraiment, on peut tout passer en manuel. Tout ce qui avait été software, les cas, etc. était super intéressant. Et ce qu'il y a d'appréciable, c'est qu'ils ont fait vraiment évoluer par des toutes petites features. Entre autres, par exemple, on n'avait pas l'effet bokeh sur l'effet noir et blanc monochrome. Et bien maintenant, ça y est, on l'a. Ils ont rajouté vraiment tout un tas de petits trucs qui étaient super pratiques. C'est-à-dire qu'il y a un mode bokeh, comme sur l'iPhone. Oui. Il y a un mode portrait. Mais d'ailleurs, ils l'ont fait avant, puisque le P9 est sorti avant l'iPhone. Bien sûr, 7, avec les 2 capteurs notamment. Mais il y a surtout un mode portrait qui est différent du mode bokeh. C'est-à-dire qu'ils ont optimisé le mode bokeh, y compris... pour faire des selfies avec le capteur sur la face avant, donc ça montre que c'est pas forcément le deuxième capteur qui joue une importance. Non, mais c'est surtout qu'en plus l'effet bokeh sur déjà sur le P9, mais sur le P10 aussi, on peut en fait le faire après la prise de photo, et surtout on peut le régler, c'est régler l'intensité et régler sur le quoi on le met. C'est-à-dire que si on veut que le flou soit sur l'avant de la photo et que le sujet à l'arrière soit net, on peut renverser, tout est réglable. Et voilà, alors que là, quand on fait le portrait, le fameux effet bokeh iPhone, on choisit le personnage, ce qu'on met en flou, et c'est ce qui est derrière qui est flou. Donc il y a vraiment une différence qualitative et au niveau du software et au niveau des lentilles. C'est vrai qu'en main, j'ai vraiment l'impression d'avoir un iPhone 7 4,7 pouces. Didier, t'en as pensé quoi? Toi qui aimes beaucoup la photo notamment, et Apple a été en retard avec son effet bokeh, ça marche beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas véritablement paramétrer, c'est quasiment automatique sur l'iPhone et sur iOS 10. Non, mais Apple vraiment a inventé effectivement tout son travail technologique qui découpe comme ça ta photo en plusieurs couches, qui arrive vraiment à pas faire uniquement un petit travail de détourage software et puis mettre un petit flou en arrière-plan. Donc après, effectivement, la qualité, moi j'ai pas comparé les deux. Fanny nous dira. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment mieux et beaucoup plus sympa sur En plus, on n'a pas. C'est beaucoup mieux le Huawei. C'est beaucoup mieux le Huawei. Et entre autres, t'as pas, justement, quand on passe sur la lentille portrait pour avoir l'effet bokeh, ça zoome. Ça utilise la lentille qui est zoomée. Et du coup, on est obligé de se reculer super loin de la personne qu'on veut prendre en photo. C'est extrêmement casse-pied. Là, c'est les deux optiques ont la même valeur. Et donc, du coup. Et c'est un mix des deux clichés pris par les deux clichés. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace et qu'en plus, la feature est beaucoup plus sympa à utiliser. Alors, monsieur, on avait pensé quoi de ce Huawei, de ce téléphone chinois qui a vraiment réussi cette année sa montée en gamme? Et regardez, il y a quand même un détail, même de profil, la ressemblance avec l'iPhone est assez frappante, mais il y a quand même un détail important, c'est qu'il y a toujours la prise jack. Moi, je pensais que les constructeurs allaient suivre Apple, ce n'était pas encore le cas. Eh bien, écoute, apparemment non, Olivier. C'est vrai que Huawei nous a habitués à être un leader en termes d'innovation dans les smartphones depuis maintenant quelques générations de produits. Mais bon, la disparition du casque jack leur a pas paru fondamentale. Par contre, on voit avec ce nouveau P10 que Huawei continue à se concentrer sur ce qui a fait la réputation de sa génération d'avant, c'est-à-dire la photo. Et là, ils font un très très gros coup avec Leica, qui est une marque qui parle au cœur de tous ceux qui aiment la photo, en essayant de s'imposer comme le leader de la photo sur smartphone mobile et en enfonçant le clou. Or, on sait que la photo sur le smartphone, c'est devenu une des fonctionnalités qui est absolument clé dans le choix de son smartphone. On l'a bien vu avec Google il y a le Pixel et qui essaye d'emprunter la même voie. Et puis, il faut aussi se rappeler la keynote d'Apple avec l'iPhone 7, qui a beaucoup parlé de photos, notamment avec le modèle 7 Plus et la double optique, et puis le fameux effet bokeh, même si on sait que Apple n'y est pas encore tout à fait, et était obligé de sortir cette fonction effet bokeh en version bêta au niveau logiciel. Voilà, donc Huawei, ils savent bien faire la partie photo, ils enfoncent le clou là une fois de plus avec le P10 et ils essayent de mettre de la distance avec leurs concurrents. Moi je trouve que c'est vraiment bien joué. Ils sont en train de donner vraiment une couleur particulière à leur offre, qui est cette capacité à faire les meilleures photos du marché. Et même moi, si je suis pas fan de leurs produits, quand on regarde les prix et ce qu'est capable de faire ce nouveau P10, ça fait tout simplement envie.
Et puis qu'on peut rajouter une carte SD pour accroître la mémoire, que il est pas waterproof, il est comment on dit, splashproof. Voilà. Splashproof. Splashproof. Il peut supporter les éclaboussures, mais bon, il est quand même étanche un petit peu maintenant, ce qui n'était pas sur la version précédente. Et ils n'ont pas pris de risque. Ils ont vraiment. Le P9 a super bien marché. C'est juste, ils ont amélioré tous les petits trucs qui manquaient. Ils ont fait du Apple, messieurs, dames. Mais ils ont fait. Non, oui, mais pour le coup, le produit est très réussi et les petites améliorations qui ont été choisies sont bonnes, je trouve. Allez, après les constructeurs, sinon, on va retourner, on va se mettre le cap sur la Corée. On va pas parler de Samsung, mais de LG. LG ne croit plus au téléphone modulaire. Fanny, marche arrière toute pour LG après. Le G5 l'année dernière, qui était un téléphone très original, modulaire, où on pouvait, souvenez-vous, rajouter un appareil photo plus perfectionné, un casque de réalité virtuelle, et j'en passe, c'est des meilleurs, un haut-parleur. Marche arrière toute avec le G6. LG, ils font des super beaux produits. Vraiment très bien pensé, hyper fonctionnel. Tous les gens qui ont eu le G5 ont vraiment encensé, il était techniquement bien. Le G6, pareil. Mais ils ont un défaut, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver le petit atout charme, que ce soit ni dans le design... Moi, je l'ai trouvé l'atout charme, c'est facile. Ni dans le design, ni justement dans les petites apps software en plus qu'il va y avoir. Il n'y a pas justement d'effet bokeh, il n'y a pas de time-lapse. C'est une approche plus classique, dirons-nous. Ils font le top du top. Un téléphone très premium. Il y a quand même une tendance qui sort. Fanny, tu m'arrêtes, j'ai dit une bêtise, mais une tendance qui a quand même été inaugurée ou introduite par entre autres, Samsung, c'est l'effet bord à bord. C'est-à-dire l'écran qui va à la limite. Ça, c'est une tendance de fond qui devrait logiquement inspirer l'iPhone dans les prochaines générations. Du moins, on l'espère. Quand on le prend en main, il est beau, fonctionnel, mais il n'a pas ce petit charme que peut avoir le Edge chez Samsung. Il lui manque un petit truc dans le design. Il n'y a pas d'écran courbe, notamment. T'en as pensé quoi, Driss? C'est plutôt une mauvaise nouvelle, en tout cas pour Motorola, qui avait beaucoup fait parler de lui, beaucoup investi en communication autour du Moto Z, qui était également un téléphone modulaire. Il semblerait que le concept ne prenne pas. Motorola y croit. Je sais que c'est un peu hors sujet, mais je vais t'expliquer. Ils ont annoncé qu'ils sortaient 3 modes par mois, je crois. Enfin, ils ont prévu de sortir des modes tous les mois. Des modes, des accessoires qu'on affiche dans le châssis du téléphone. Donc eux y croient. Bon, a priori, LG changement de cap parce que de toute évidence, ça s'est pas vendu. Moi, j'ai bien aimé le G6 parce que c'est la tendance de fond, c'est ce vers quoi on va, à savoir des écrans qui occupent de plus en plus la face avant. On retire tout, les boutons, etc. Là, il occupe quand même 78% de la face avant. L'iPhone 7, par exemple, c'est 67%. 5,7 pouces, c'est un format très original. 18 neuvième, j'ai jamais vu ça sur un téléphone. C'est quoi? C'est presque un cinémascope, c'est ça, Driss? Non, si tu veux si tu veux te lancer dans ces débats-là, on est en 16 neuvième aujourd'hui pour la vidéo. Après, tu as le cinémascope qui est en 2,35e, c'est encore différent. Bon, LG te dit c'est super pour les films, ouais. Enfin, on en rediscutera. Tu auras des bandes noires, donc pour que l'image s'adapte à ton écran. Non, en revanche, il est en 1440 par 2880 pixels au lieu de 2440 d'habitude. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vrai que pour regarder des photos, des vidéos, quand tu es sur Internet, surtout, c'est chouette d'avoir tout cet espace. Et puis, c'est assez impressionnant, tu vois, d'avoir ce grand écran sans pour autant avoir un smartphone énorme. Tu n'as pas une phablette de 6-7 pouces non plus. Mais est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi qu'il manque quand même un petit peu de charisme quand tu le passes dans un rayon, tu vois tous les smartphones les uns à côté des autres, il est quand même pas hyper attractif au niveau du design, non? Parce qu'il n'y a plus de design, clairement, c'est bientôt plus qu'un écran aujourd'hui. Je l'ai trouvé fade, alors qu'il a des specs techniques topissimes. Alors, on verra le prix, mais on ne le connaît pas encore, le prix officiel, il n'est pas officiel, on ne sait pas encore la sortie, mais il ne devrait pas trop tarder. Mais je vous rejoins sur un truc. Ouais. Je vous rejoins sur un truc, c'est que moi quand je l'ai vu vraiment, j'ai dit waouh cool avec ce grand écran qui est vraiment encore une fois très impressionnant. Et puis aujourd'hui on a une photo du concurrent là qui arrive bientôt, donc on va reparler encore avec ses bords incurvés. Et là tu fais waouh, Donc c'est vraiment la tendance, le bord incurvé et le bord à bord, mais là en tout cas le chemin est à moitié rempli pour LG. 5,7 pouces on l'a dit, 2 capteurs photo à l'arrière de 13 millions de pixels chacun. On aura l'occasion de l'avoir en main et de vous dire le bien ou le mal que l'on pense. Après la Corée, cap sur le Japon. La bonne surprise Sony, c'est comme ça que j'ai appelé ce chapitre, mais en fait c'est pas tellement du côté des téléphones où il y a une bonne surprise, mais plutôt du côté du Xperia Touch. Tu nous expliques qu'est-ce que c'est le Xperia Touch
Driss ? C'est un projecteur qui te permet de transformer n'importe quelle surface en surface tactile. C'est assez original, un peu d'innovation, enfin, au Mobile World Congress. Non, écoute, moi, il y a 7 ans, on m'avait filé en goodies un clavier, un petit projecteur qui projetait un clavier sur ton bureau. Ça va un petit peu plus loin que ça, parce que là c'est marrant. Alors, on l'avait déjà vu à l'IFA, en fait, donc pour nous, c'était pas forcément... C'est une nouveauté, mais là, la nouveauté, c'est qu'ils ont annoncé un prix qui est assez onéreux quand même. Hein. Et surtout, voilà. Mais par contre, ce qu'il y a de marrant, donc, c'est que ça projette, ça peut faire même un très très grand écran et qui peut être collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut vraiment dessiner et ça fait pas que clavier, c'est-à-dire que tu peux vraiment passer un diaporama, redessiner, entourer des choses, bosser sur des projets. Après, vu le prix... Ça tourne sous Android, ça peut faire console de jeu avec une manette de PS4. Oui, voilà, mais bon... Rapport qualité-prix, même si c'est un peu innovant, c'est vrai que la techno, le fait de passer devant la caméra et de voir que ça détecte tous les mouvements, etc., c'est quand même super puissant, c'est hyper fonctionnel. Mais comme ça, finalement, il n'y a pas non plus cet effet waouh. Moi, quand on dit le prix, on se dit ouais, bon, à quoi bon ? Et puis ça ressemble pas à grand chose. On dirait un disque dur ou une sorte de radio. J'ai préféré leur petit robot assistant. Mais il y avait un petit assistant qui était très mignon. Il y avait une petite démo. J'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais qui donnait un petit côté bien sympa à la marque et qui dit qu'ils vont aussi vers les intelligences artificielles et les compagnons de maison. Et donc aller sur le terrain d'Amazon et de Echo ou de Google Assistant. Et là, et j'avoue qu'au niveau du design et des petites animations qu'ils ont fait, etc., on retrouvait un petit peu le côté du Rolly, des enceintes Rolly, etc. Et on sait qu'ils sont très bons en animation. Et j'ai trouvé que là, pour un premier jet, c'était la première fois que je le voyais en vrai, ils ont du potentiel. Pour revenir aux smartphones, aux annonces de smartphones purement Sony, Didier, avec le Xperia XZ Premium, pas de révolution. Hein. Sony ne succombe pas à la mode du téléphone bord à bord, mais un écran 4K. 4K sur un téléphone, c'est justement rare pour être souligné, 5,5 pouces. Bon, ils misent tout sur la photo. Hein. Sony, c'est aussi leur fonds de commerce avec un capteur EXMOR RS de 19 millions de pixels. On n'arrête pas le progrès, 700 €. À l'image de Sony, on s'aperçoit quelque part que on aura fait à peu près le tour des annonces côté téléphone pour le Mobile World Congress, qu'il n'y a pas forcément d'innovation majeure. Ce qu'on reproche finalement à Apple, on peut le reprocher à la plupart des constructeurs aujourd'hui, il est très difficile d'innover aujourd'hui dans le domaine du smartphone, ce qui explique qu'Apple ait tant de difficultés. Hein. Surtout on n'a pas parlé d'un constructeur, c'est Samsung, et que lui, il a les chaînes de production et les composants qui manquent beaucoup aux autres constructeurs, si tu vois ce que je veux dire. Exactement, mais ce qui est intéressant avec Apple, c'est qu'ils sont très attentistes, et surtout, il y a des technologies qui sont éprouvées, comme la charge sans fil, comme le fait qu'il soit étanche, qui ont mis énormément de temps en fait, à venir, et ça, on se demande pourquoi... Apple, c'est quand même Apple, quoi. Ils ont vraiment les moyens de mettre ça en place. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as CarPlay Wi-Fi qui va arriver là au salon de l'auto sur la BM, mais ton téléphone, il peut toujours pas se charger sans fil, sans une petite coque fournie. C'est quand même fou. Donc, alors que la plupart des téléphones Android le font aujourd'hui. Exactement. Donc, allez, dernier mot avec Monsieur X pour clôturer les annonces du Mobile Congress. On va revenir ensuite, après la pause, et le busomètre sur Samsung et ses annonces. Monsieur X, un petit mot quand même de Windows Phone, qui est quand même le grand absent de ce Mobile World Congress. Est-ce qu'on peut parler d'enterrement pur et simple, Monsieur X, par Microsoft ? Ah oui, c'est clair, Olivier. Là, je pense qu'on peut dire que Microsoft et le smartphone, en tous les cas pour l'instant, la messe est dite. Hein. La tentative de Microsoft sur ce marché-là, avec d'un côté son OS, Windows Mobile, et puis de l'autre côté, au niveau matériel, le rachat de Nokia est un échec complet. Voilà. Maintenant, cette situation, cet enterrement même, hein, ça veut, à mon avis, rien dire sur ce qui va se passer sur le futur. Bon, il faut se souvenir quand même que le nouveau patron de Microsoft depuis quelques années a une nouvelle stratégie qui est plutôt de prendre son temps et d'essayer de bien faire les choses et de faire un peu comme Apple, c'est-à-dire de reconstruire une gamme produit et une marque autour d'une intégration réussie entre le système d'exploitation et le matériel. On pensait que Microsoft avait complètement lâché l'affaire sur les PC et les portables. Quand on voit ce qu'ils viennent de réaliser avec la fameuse famille Surface, qui est très compétitive en tous les cas en termes de fonctionnalité, on peut se dire que Microsoft va pas se contenter de cet échec, et moi je parie que dès aujourd'hui ils sont en fait en train de travailler sur une nouvelle gamme
de smartphone et qui sont en train de la repenser de manière complète. Ce n'est qu'à nous revoir, Monsieur X. Allez, on passe aux questions Twitter avec Fanny. Allez, Fanny, une question ce soir. Alors oui, une question de Dorian Richard. Il nous demande, pensez-vous que pour l'iPhone 8, Apple pourrait enfin adopter un écran borderless ? C'est la tendance en tout cas du marché. Didier, ton avis, tu aimerais toi un écran borderless ? Est-ce que ça va dans la... Ben oui, regarde, t'as vu la taille de mon téléphone là ? J'arrive à peine à le prendre en main avec une coque. Ouais. Alors que l'écran, il arrive, il y a quasiment, je sais pas, 1 centimètre de chaque côté. Les Galaxy S7, c'est pas mal vendu quand même. Oui, mais justement, moi la dalle, je l'adore. Hein, je trouve que la dalle de 5,5 pouces, elle est parfaite. Mais comme le disait Fanny avec LG, ils arrivent à faire des téléphones qui tiennent bien en main avec cette dalle-là. Donc pourquoi pas Apple maintenant ? Fanny ? Écoute, si ça peut réduire la taille du iPhone, mais tout en gardant l'écran, oui, si c'est pour faire un borderless sur un grand, tu vois, qu'on reste dans le phablet. Et puis il reste un inconnu, on va parler dans la busomètre, c'est la capacité de production d'écran borderless. C'est le principal producteur de ce type d'écran, il s'appelle Samsung, il n'est pas certain qu'ils veulent privilégier Apple. On va en parler tout de suite dans le busomètre. Le busomètre, les rumeurs qui ont le plus buzzé autour de la planète Apple, et c'est Fanny qui s'y colle cette semaine. Et oui, comme Gonzague nous a laissé tomber. Alors la première rumeur de la semaine, l'iPhone 8 adopterait l'USB-C. Ça est en train de monter, c'est à 2 étoiles. Ouais, on n'y croit pas trop, on refait le Mac. Ton avis, Didier, du côté de Mac Forever ? Je suis comme toi, j'y crois pas trop. J'aimerais beaucoup parce que ça simplifierait plein de choses. Ne serait-ce que pour brancher ton iPhone sur ton nouveau MacBook Pro par exemple. Ouais. Et ça mettrait une certaine logique. Mais bon, là, ils viennent de sortir des AirPods Lightning. Même les Beats X là sont Lightning, ce serait bizarre de supprimer maintenant la connectique. Monsieur X, croyez-vous qu'Apple va arrêter le Made for iPhone, qui rapporte tellement pas mal d'argent à Apple ? S'il passait à l'USB-C, cette manne disparaîtrait, on est bien d'accord ? Non, écoute, c'est vrai. Je vois mal Apple renoncer à une source de revenus comme le programme Made for iPhone. Ce programme-là d'accessoires certifiés, ça leur fait non seulement... des revenus en plus, mais c'est aussi une manière d'assurer la qualité de leur écosystème. Et l'écosystème, c'est tout chez Apple. En revanche, contrairement à ce que tu pourrais penser, je pense que l'USB-C va arriver sur l'iPhone 8 et remplacer le Lightning. C'est parce qu'il y a un mec chez Apple qui a un plan génial, c'est nous faire chier avec les adaptateurs. Ça dure. Là, c'est réussi, là, ça va repartir dans l'autre sens. Voilà, là on a tous acheté pour 200 balles d'adaptateur encore avec le dernier iPhone et les derniers Mac Pro. Et là il fait, je vais vous niquer avec l'USB-C. Ils sont là pour nous faire chier, quoi. C'est voilà, incroyable. Non, trêve de plaisanterie. Je pense pas évidemment que Apple remplace le Lightning par l'USB-C tout de suite et dans ces prochaines générations de smartphones. S'ils doivent adopter l'USB-C, ça sera une adoption de raison, soit parce qu'ils y sont forcés, soit parce que ça sera beaucoup moins cher ou ça leur permettra de gagner de la place. Mais c'est pas demain la veille. Et vraiment, pour revenir sur cette histoire d'écosystème, le port Lightning, c'est la meilleure manière pour eux de développer des nouvelles fonctionnalités, de contrôler leur écosystème, et c'est ça qui est vraiment la chose la plus importante pour Apple. Et puis l'écosystème, c'est vraiment une des choses qui leur permet de se différencier. On sait qu'ils n'arrivent pas forcément à se différencier avec des nouvelles fonctionnalités, et le Lightning est au cœur de leur écosystème. Donc je crois qu'on va avoir encore à utiliser le Lightning pendant quelques années, et peut-être enfin utiliser moins d'adaptateurs pour utiliser les produits Apple. Ton avis, Idriss, il y a pas mal de personnes qui analysent cette annonce comme possible parce que l'Union européenne obligerait les constructeurs avec sa directive à adopter des chargeurs plutôt USB. Alors là, c'est l'USB-C. Est-ce que ça te semble une tendance ? Mais après tout, le chargeur de l'iPhone, il est déjà USB. C'est juste le câble qui ne l'est pas. Ouais. Tu viens de répondre à ma place. En fait, cette directive, elle était liée à quelque chose, c'était à réduire les déchets dans l'industrie, notamment de la téléphonie mobile, parce que tu changes de téléphone, tu ne peux pas réutiliser ton câble. Tu parlais de Nokia encore une fois. Vous vous souvenez, il y avait différents embouts en fonction des téléphones. Bref, l'idée de réduire les déchets, d'où cette uniformisation des chargeurs. Apple fait partie notamment des sociétés qui ont validé cet accord pour passer à tout USB, sauf qu'au moment de le faire, ils nous ont sorti de Lightning.
Aujourd'hui, je rejoins Monsieur X dans ce qu'il disait. Je ne vois pas trop pourquoi ils changeraient leur fusil d'épaule, d'autant plus qu'ils misent parallèlement à ça tout sans fil. Ouais. Autre rumeur, seconde rumeur qui a le plus buzzé cette semaine, Fanny. Le deuxième buzz de la semaine, c'est de nouveaux iPads en mars. Forcément, c'est une rumeur qui est 4 étoiles. Oui, Apple Event donc en mars, ça se précise, Didier, de ton côté? Oui, il y a beaucoup de rumeurs depuis déjà des semaines sur l'iPad. C'est sûr qu'il y a des nouveaux iPads en préparation, ils commencent à être vieux. Chaque année, mois de mars, apparemment, comme l'année dernière d'ailleurs. Par contre, est-ce qu'ils ne devraient pas un peu simplifier cette gamme? Donc un nouveau format intermédiaire qui apparaîtrait, un 10, moi je ne comprends plus rien aux iPads. On me demande, est-ce que tu veux un iPad? Donne-moi un petit conseil pour acheter un iPad, je ne sais plus quoi dire. La marque est illisible, on est exactement, et puis les tarifs sont assez élevés par rapport à l'âge des produits. Alors il y a deux rumeurs intéressantes, donc il y aura un format intermédiaire 10,5 pouces, je ne vais pas dire de bêtises de mémoire, et puis surtout il y aura un modèle entrée de gamme à prix entre guillemets cassé, on parle d'Apple, je vous rassure, à la place de l'iPad Air 2 aujourd'hui il y aura un nouveau modèle qui sera autour des 300 € et on se dit mais qu'est-ce que va devenir l'iPad mini qui est facturé ce prix là? Bon bref, il y aura du grain à moudre pour le prochain direct dont on refait le Mac. Troisième rumeur. Alors la troisième rumeur, c'est la recharge sans fil pour l'iPhone 8. Voilà, apparemment il y a des équipes de développement, Didier, qui sont mises dessus. 5 équipes, ça de mémoire. On parlait de la recharge même à distance à un moment, mais ça n'a pas l'air encore au point. Mais la recharge sans fil, ils sont obligés. Il y a CarPlay sans fil, on le disait tout à l'heure. On veut rentrer dans sa voiture, poser son téléphone, on veut rentrer chez soi, le poser. C'est recharge et communication sans fil. Cette rumeur revient tous les 2 à 3 semaines. Elle disparaît du bisomètre et puis elle revient. Mais c'est un petit peu comme la NFC, c'est peut-être qu'il y a une histoire aussi de place dans le boîtier, comme ils aiment bien faire des choses toujours plus fines, donc ils n'ont peut-être pas encore trouvé la techno. Et de design, parce que Cédric nous a longtemps expliqué aussi que le dos aussi posait problème pour ce type de recharge. Avec l'aluminium. Voilà. Plutôt d'autres constructeurs ont réussi, par exemple qu'Apple avec tous ses flopés d'ingénieurs n'y arrive pas. Quatrième rumeur, c'est ma préférée, celle-là. Des nouveaux Mac en mars. Non, c'est pas vrai, Fanny. Mais que 3 étoiles. Oui, on est quand même assez prudent parce qu'on a souvent été déçus par cette rumeur. Ça commence à transpirer. Alors, il y a eu l'annonce de Tim Cook, Didier, lors de la réunion des actionnaires, comme quoi pour pouvoir l'interviewer il faut simplement être actionnaire d'Apple, c'est peut-être ce qu'on fera l'année prochaine, blague à part. Il a dit que ça y est, vous allez voir, les prochaines vont être rassurés, il y aura des nouveautés. Bon, ça fait des mois, des années qu'il dit ça. Oui, puis en plus il y a la gamme fixe qui est hyper vieillissante et on ne comprend pas qu'il n'y en ait pas des nouveaux, le iMac. Pro, le Mac mini, l'iMac qui n'est toujours pas l'USB-C, etc. USB-C. Et pourtant les rumeurs vont plutôt sur des renouvellements de portables, parce qu'on a vu là des fuites dans les bêtas de MacBook Pro, il y a sûrement un nouveau MacBook avec le dernier Kaby Lake, donc peut-être que tout va arriver en même temps. Après tout, on peut croire au Père Noël maintenant, non? Oui, on y croit. Ça serait bien. De plus en plus Noël avec avant Apple. l'été. Cinquième rumeur, Fanny. Dernière rumeur, alors la réalité augmentée, 1000 développeurs seraient mobilisés, et là c'est pareil, c'est quand même une valeur qui monte comme rumeur avec 3 étoiles. Oui, de plus en plus, de manière récurrente également, cette rumeur, comme quoi Tim Cook a l'air de déclarer qu'il privilégie la réalité augmentée à la réalité virtuelle. Ce serait un laboratoire en Israël, c'est ça, Didier? Exactement, il y aurait beaucoup de gens qui travaillent dessus, mais rappelle-toi, ces rumeurs, on les a déjà eues sur l'Apple Car. Après, c'est quel produit sort de ça, en fait? Il peut y avoir des gens qui signent au bas on appuie sur le bouton, on produit ou pas. On a le prototype, il est là, la télé... il y a une petite rumeur insistante de lunettes. Donc c'est marrant, parce que du coup, on voit que Microsoft a quand même pris de l'avance avec HoloLens, et là, tout d'un coup, c'était décrit au début, mais c'est en train de cartonner. Google avec les Google Glass, mais on a vu que c'était un peu trop... Le tout, c'est de trouver le bon moment. On l'a vu avec l'iPhone, ce qui a fait la différence d'Apple, c'est pas forcément beaucoup plus innovant que les autres, c'est de sortir le produit innovant au bon moment. Le Newton a été un échec, c'était pas le bon moment. L'iPhone, c'était le bon moment. On va voir si Tim Cook a trouvé le bon tempo et va s'inspirer de Steve Jobs. On passe à la deuxième partie de cette émission, on va parler de le grand absent du Mobile World Congress. Il s'agit de... Le grand absent, il était là, mais... Les nouveautés téléphones n'étaient pas vraiment là. Il s'agit de Samsung. Service minimum donc pour Samsung. Pas d'annonce forte en matière de smartphone. Par contre, des annonces du côté des tablettes. Exactement. D'ailleurs, la conférence ONPA qui a lieu tous les ans au Mobile World Congress, où il y a un nombre faramineux de journalistes, il faut venir 15 heures avant. Il n'y avait rien à unpacker cette année, ou presque. Et non, c'est pour unpacker plutôt, c'était Huawei. Voilà. Ils ont profité de l'absence. C'était dans un lieu beaucoup plus modeste. Bon, c'était rempli quand même, mais on n'a pas eu à faire la queue. Et donc, ils ont assez 2 ou 3 tablettes, la Galaxy Tab S3, qui, de vous et moi, c'est un iPad Pro. C'est pratiquement les mêmes caractéristiques, ça y ressemble. C'est très léger en revanche, et c'est livré avec un clavier et un stylet. Donc ça, c'est la première. Donc, ça, c'est quoi? C'est sous Android, hein?
C'est sur Android, ouais. Donc une tablette de 9,7 pouces, je vous dis, c'est un clone de l'iPad Pro. Et à côté de ça, c'est une surprise, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, une Galaxy Book. Là c'est un 2 en 1, un hybride sous Windows 10 avec un processeur Intel. C'est plus pour le coup de la surface. Pourquoi je disais il y en a aussi 3, l'iPad 2. Pro grand format, hein. Oui, mais avec un vrai OS dessus. Oui, voilà. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant sur cette Galaxy Book, c'est donc qu'elle se décline dans 2 modèles, 10,6 pouces et 12 pouces. Elle est livrée non seulement avec son stylet, mais également avec son clavier. Et donc je disais des bêtises parce que la S3, je crois qu'il faut que je revoie mes notes, mais je crois qu'elle est livrée sans clavier, juste avec le stylet. Bon, en tout cas, moi je l'ai vue, elle est très belle, elle est très performante. Et puis leur S Pen est quand même vachement sympa. Et alors la petite anecdote, ils ont fait un truc moi que je trouve très sympa, mais qui est encore très gadget et qui est très encore dans la régression. C'est, tu connais les crayons HB Staedtler, tu sais, qui sont noirs, les crayons de papier, etc. Et ben là, ils ont fait un petit partenariat. Et donc le fameux S Pen, tu pourras l'acheter au format du crayon de papier. Voilà, noir et jaune ou noir et vert. Et il est très très mignon. Alors, où est passé, Fanny, le Galaxy S8 ? Alors le Galaxy S8, il a été annoncé, il sera annoncé le 29 mars, on aura la conférence. On avait un petit teaser qui effectivement voilà, ils ont donné la date. A priori, ce sera une annonce en grande pompe avec vraiment beaucoup de monde invité, etc. pour reprendre la main suite au problème du On va en parler. Est-ce qu'on connaît les raisons de... Il y a un retard ou c'est une volonté de se démarquer, de court-circuiter finalement les annonces des... Il y a des rumeurs. Moi, les rumeurs que j'ai entendues, c'est que la production du processeur posait problème, pas posait problème, mais qu'en tout cas, pour avoir assez de smartphones à vendre au moment du lancement, il fallait qu'ils attendent un petit peu et que là, ils auraient été sous-dimensionnés pour le lancer et qu'il y a quand même une grosse attente, que le S7 a quand même extrêmement bien marché et que ce serait dommage, après le foirage du Note, de ne pas avoir le nombre de devices nécessaires en vente pour le S8. Voilà. Donc voilà, c'est une des rumeurs que j'ai entendues. Après, je ne peux pas certifier que c'est vrai. En tout cas, ça confirme, parce qu'il y a quelques images qui ont fuité comme par hasard la même semaine, d'une tendance bord à bord avec un écran, regardez sur cette photo, volé sur Internet. On voit l'écran grandit de plus en plus. Ça semble assez prometteur. Monsieur X, votre réaction à ce retard de Samsung ? Selon vous, retard contraint ou retard calculé, est-ce que c'est bien joué ? En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'ils ne veulent pas rééditer la catastrophe industrielle du Note 7, qui était sorti lui un peu trop vite, et on a vu les déboires avec les batteries, monsieur X. Écoute Olivier, moi j'ai un doute. On sait que Samsung a toujours été le grand bailleur de fonds du MWC. C'est un peu Samsung qui a toujours fait l'actualité à ce salon, et cette année ils sont pas là en force, en tous les cas pour la première fois, et pour moi ça veut dire qu'il se passe un truc. Donc on pourrait se dire, comme pour d'autres, que leur nouvelle gamme, la gamme Galaxy S8 n'est pas prête, mais en général qu'un produit soit pas tout à fait prêt chez Samsung, ça les empêche pas d'annoncer ce produit, d'en faire la présentation en disant le produit va être disponible un peu plus tard, et ça permet de rebondir sur ce salon en général qui est le MWC, qui est un événement médiatique pour la téléphonie mobile qui est extrêmement fort, et une caisse de résonance qui est extrêmement importante pour elle. Voilà, donc ils sont pas là, ils annoncent pas de produit. Moi, écoute, ça me paraît un peu bizarre. Bon, on sait en parallèle, et Samsung n'a pas trop envie qu'on en parle, que la maison mère de Samsung est en pleine tempête, avec un patron qui est l'héritier de la famille Samsung, qui vient d'être mis en examen aujourd'hui en Corée pour corruption active, et dont on pense qu'il va dormir en prison. Voilà, donc Samsung doit gérer ça, en plus des failles de la génération précédente, le Galaxy S7. Ils ont peut-être besoin un peu de temps pour faire deux choses, en tous les cas faire oublier ces deux crises, et puis peut-être changer la gouvernance de leur entreprise. Parce que ces histoires de corruption qui sont révélées sont peut-être en fait significatives du mode de gouvernance d'une entreprise comme Samsung, où on gère un petit peu en famille, on gère dans le secret, et de temps en temps on sait que c'est un terrain qui est favorable aux dérives. Et Samsung a peut-être une force aussi, c'est que tous les smartphones qui ont été annoncés vont sortir
fin mars, voire avril. Donc avec un peu de chance, au moment où ils vont l'annoncer, ils auront peut-être les moyens de le sortir dans la foulée. Et du coup, de devancer finalement les annonces qui ont été faites au niveau des ventes en magasin. Donc ça, s'ils ne l'annoncent pas pour l'été, mais on vous le présente au 29 mars, mais il est en rayon la semaine d'après, ils vont rattraper le retard au final. Alors regardez comment Samsung, vous n'avez certainement pas pu éviter ce spot publicité parce qu'il a inondé les ondes et les 4x3 et les magazines un peu partout et les sites internet un peu partout dans le monde. Regardez comment Samsung essaie de redorer son blason via ce spot de pub. Chez Samsung, la sécurité a toujours été notre priorité. Depuis le rappel de notre Galaxy Note 7, nous avons repensé la procédure de fabrication de nos smartphones et développé le contrôle sécurité batterie en 8 points. Nous avons soumis les batteries à des tests de résistance à grande échelle, bien au-delà des normes de l'industrie en matière de contrôle de qualité et de sécurité. Nous avons testé nos produits de A à Z dans les conditions les plus extrêmes, jusqu'à en examiner chaque composant interne. Une preuve de notre engagement à rendre nos smartphones toujours plus sûrs. Naturellement, nous ne cesserons jamais d'innover. Et nous continuerons à placer la sécurité au premier plan et à proposer à nos clients les nouvelles expériences qu'ils sont en droit d'attendre. Parce que l'innovation est notre culture. Et la qualité, notre priorité. Alors Didier, tu as pensé de quoi cette campagne de com, cette campagne de contrition, c'est ça? Je ne trouve pas le mot. D'autoflagellation. D'autoflagellation, c'est profil bas et c'est plutôt bien vu en disant voilà, on reconnaît ses erreurs. C'est pas facile ce type de communication. Moi, ce spot, il m'a un peu stressé quand même. Je sais pas, ça m'a pas mis en confiance sur les produits. Ça, plus le petit retard. C'est bon, ils testent maintenant, je t'assure. Oui, mais tu vois, quand Apple montre ces images, c'est vraiment qu'ils sont en difficulté aussi. On se rappelle avec l'Antena Gate. Ouais, mais eux, ils ne montraient pas des images. Ils avaient juste convoqué la presse. Ils n'ont pas fait une campagne de com. Exactement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens peut-être qu'on n'ont pas entendu parler ou légèrement. Alors là, maintenant, ils sont tous au courant. Mais c'est assez... Là, c'était un peu difficile, parce que même dans les avions, ça a été annoncé. Même vrai. Là encore, ils continuent à l'annoncer. C'est-à-dire qu'on est quand même 6 mois après et on entend encore, c'est la première fois... Bon, ça fait de la pub, on n'a jamais autant entendu parler d'une marque dans les avions. C'est une pub négative. Monsieur X, votre réaction, ou peut-être Driss également, cette campagne de com, vous en avez pensé quoi? Allez, on commence avec Driss et après Monsieur X. Moi, tu sais bien que j'ai pas de télé, donc je l'avais pas vu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs mea culpa quand même de la part de Samsung. Ils se sont excusés plusieurs fois. On y a eu droit par voie de presse, on y a eu droit par voie de communiqué, pardon. Et là, lors de la conférence de presse au Mobile World Congress, alors qu'on pensait qu'on passerait à autre chose, on en a remis quand même une couche. Donc ils ont vraiment pris conscience du souci que ça avait généré, de l'intérêt de Samsung pour ses clients. Donc voilà, on a encore eu le droit aux excuses. Ils ont vraiment fait les choses correctement. C'est la culture coréenne, c'est la culture asiatique. Les Japonais sont un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que quand on a fait une erreur, on assume, on paye les pots cassés, on flagelle 100 fois, ou même la personne qui est responsable s'auto-flagelle 100 fois pour le mea culpa. Et voilà, ce que ne feraient pas les Américains, je pense. Ils feraient genre, quoi, on a fait quelque chose voilà. On va se tourner vers l'American Service, celui qui a travaillé pour Apple et HP pendant des années, monsieur X. Mais voilà, je pense que ça, voilà. Votre réaction, monsieur X? Écoute, moi je crois que spécifiquement sur cette publicité de Samsung, qui essayent de vendre les mérites de leur nouveau process qualité pour tester les batteries dans leurs produits, moi je crois que c'est une bonne chose. Tu sais, c'est pas à toi que je vais l'apprendre aujourd'hui. On est à l'ère de l'internet, de l'information, du repartage de l'information, et tout se sait instantanément. Leur image a été vraiment écornée avec cette histoire de batterie. Moi j'ai eu la chance d'aller en Tunisie la semaine dernière avec Air France. J'avais encore dans ma confirmation de billets un énorme placard qui me disait si vous avez un Galaxy S7, merci de ne pas l'emmener avec vous. Donc ils ont encore ce problème à gérer, et il vaut mieux faire une pub, s'expliquer et essayer de purger le problème une bonne fois pour toutes. Et leur pub pour ça peut redonner confiance plutôt que de se traîner ce boulet pendant encore des mois, voire des années. Monsieur X, vous parliez de la mise en examen de Lee Jae-yong, qui est le PDG de la famille Samsung. La portée, il n'incarne pas véritablement l'entreprise en Europe et aux États-Unis comme peuvent l'incarner
certains grands leaders de la tech comme le patron de Google, le patron d'Apple, voire le patron d'Amazon. On imagine qu'une telle mésaventure dans la Silicon Valley aurait une portée beaucoup plus dramatique que celle que rencontre aujourd'hui dans les médias, en tout cas dans l'opinion publique, que Samsung. Hein. Ah oui, là c'est sûr, si il était arrivé la même mésaventure à l'actuel patron d'Apple, Tim Cook, ou au patron de Microsoft, ou à Jeff Bezos d'Amazon, ça serait le sujet numéro 1 discuté sur les chaînes d'information et sur Internet, et ça durerait peut-être des semaines. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les entreprises les entreprises de tech américaines en général sont bien souvent personnifiées par son patron. On parle beaucoup d'Elon Musk en ce moment, le patron de Tesla et de SpaceX. Donc évidemment, s'il y avait un problème de gouvernance avec ces entreprises, au niveau de leur patron, l'entreprise serait vraiment attaquée dans ses fondements. Donc peut-être que Samsung se remettra de ce scandale avec l'héritier de la famille Samsung. La même chose pour une entreprise de la Silicon Valley. Ça pourrait être carrément son arrêt de mort, d'autant plus que pour les entreprises comme Apple, on sait qu'elles ont beaucoup de fans, mais elles ont aussi beaucoup de détracteurs. Donc ça serait l'occasion pour ces détracteurs quelque part de se défouler. Donc j'espère que ça ne leur arrivera pas, parce que ça serait un péché mortel pour une entreprise américaine. On reviendra sur Samsung le 29 mars, on sera au rendez-vous pour le lancement du Galaxy S8. On sera là pour le comparer à l'iPhone 7 et 7 Plus, donc soyez au rendez-vous. En attendant, donc on passe à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Monsieur X. Oui, alors mon coup de cœur cette semaine, Olivier, c'est un coup de cœur pour une entreprise américaine qui s'appelle Anova Culinary. Vous allez avoir l'adresse de leur site qui va s'afficher, et qui propose un cuiseur sous vide connecté. Voilà, alors qu'est-ce que c'est un cuiseur sous vide connecté ? Ça te permet de cuisiner sous vide, qui est une technique qui a été inventée par des chefs français, qui officient en général dans des restaurants étoilés. Donc ça te permet de faire ce type de cuisine, ce type de cuisson chez toi. Alors le principe est assez simple, hein. Tu prends des aliments, tu les mets comme de la viande, tu les mets dans un sac de congélation et puis tu fais le vide dans ce sac, et tu plonges ce sac dans un faitout dans lequel il y a de l'eau. C'est là qu'arrive le produit de chez Anova Culinary, qui est en fait une espèce de sonde que tu vas mettre dans ce faitout, qui va monter l'eau en température et qui va cuire ton aliment à une température très précise pendant le temps nécessaire pour qu'à la fin la cuisson soit juste parfaite et moelleuse. Voilà, donc on dit de la cuisson sous vide que c'est la meilleure cuisson possible pour une viande, un poisson ou des légumes, tout simplement parce que la cuisson va être vraiment parfaite et à cœur et très homogène. Autre avantage du cuiseur de chez Anova Culinary, il est connecté. Voilà, donc tu peux le contrôler avec ton smartphone, iPhone ou Android. Vous aviez dit la semaine dernière, je crois, dans un épisode sur l'Internet des objets, que c'était un phénomène qui était un peu en perte de perdition. On voit là avec le domaine de la cuisine qu'il y a peut-être une nouvelle branche pour les objets connectés qui est en train de se développer, qui est celle de relier en fait tous tes appareils électroménagers. Tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur, et cette entreprise et son cuiseur, ça marche tellement bien qu'ils viennent de recevoir une proposition de rachat d'une grande marque d'électroménager que tu connais, qui s'appelle Electrolux, et ils sont en négociation exclusive pour un rachat, tiens-toi bien, de 250 millions de dollars. Donc on est peut-être à la veille, en définitive, d'un rapprochement du monde de la tech et du monde de la cuisine, qui est vraiment quelque chose, je pense, que Steve Jobs aurait appelé de ses voeux, tant on sait qu'Apple s'est inspiré de gens comme chez Braun et de gens comme chez Miel. Oui, non, je rigole parce qu'il nous a fait tester l'autre jour. J'ai eu la chance d'être invité. J'ai vu Madame X en vrai, c'est incroyable. C'est incroyable. Et donc j'ai goûté et c'est très bon. Je pense pas. Il a cru que t'allais jamais t'arrêter. Non, mais bon, bref. C'est al dente, très al dente, mais c'était très bon. Driss, ton coup de cœur. Vous m'avez donné faim, moi, avec vos bêtises. Vous connaissez tous cet accessoire ? Oui, les AirPods ?
des AirPods. Eh ben, j'en ai essayé d'autres d'une marque concurrente qui s'appelle Jabra, qui est spécialiste dans les écouteurs Bluetooth. Ça s'appelle les Elite Sport. C'est bardé de technologie, c'est vraiment plus dédié aux sportifs sérieux parce qu'il y a un cardio-fréquence-mètre qui se trouve à l'intérieur de l'oreillette et quand tu utilises l'application qui va avec, ça te permet de faire un entraînement plus sérieux, gérer ta VO2 match. Ça coûte cher, hein, c'est 299 €. Mais c'est vraiment pour un usage très spécifique pour les sportifs qui veulent s'entraîner sérieusement. Un peu moins cher, j'ai aussi reçu ça. Moi, j'aime bien. Je sais que Fanny en utilise des similaires. Ce sont les A by Joe de Divacor et comme Joe Wilfried Songa. Un écouteur Bluetooth qu'on positionne sur les épaules comme ça. Avec lui, il a un réducteur de bruit, ce qui est bien si vous voyagez. Voilà, c'est en Bluetooth. J'ai même réussi à l'utiliser dans un casque moto parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit d'utiliser des écouteurs filaires, mais ça, en l'occurrence, vous pouvez les mettre et vous entendez quand même ce qui se passe autour de vous. Ça coûte moins cher quand même, c'est 129 €. Merci Driss. D'un côté, Fanny, en plateau. Eh ben écoute, regarde, je me suis trouvé un nouveau collier. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un casque, mais c'est un casque avec des haut-parleurs. Ça Donc fait c'est des effet haut-parleurs. bulle de son. Bah, c'est pas que des haut-parleurs. C'est très discret dans le transport en commun. Non, alors ça c'est un modèle. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que c'est LG qui fait ça, et pour l'instant, ils se demandent si c'est adapté ça va au se marché européen. Non, ça cartonne aux États-Unis. Non. Mais ils sont pas sûrs. Et regarde. Ça cartonne aux États-Unis. Voilà, et regarde. Ah, t'as les... Intégré, tu Donc, as le petit casque. Ah oui, d'accord, tu as quand même le casque. Tu as quand même le casque. Bon, je me avec moque un un peu. cordon, j'ai cru que j'allais le casser la première fois que j'ai tiré dessus. Mais très non, fin, hein. sache, c'est en Kevlar, donc c'est quasi vas-y, hein. incassable. Bah écoute. Donc c'est du Bluetooth. Donc voilà, c'est du Bluetooth, mais c'est aussi, voilà, tu as donc les haut-parleurs là. Et donc l'enrouleur. Et avec, ce qu'il y a de sympa, c'est que donc du coup, c'est du C'est son. original en tout cas. Voilà, du son qui est. Ça fait une bulle en fait, un petit peu, c'est orienté. Donc du coup, On tu va pourris essayer pas ça. trop ton voisin. Et là où je le trouve intéressant, Ouais. c'est que quand tu as des ados qui passent soit leur journée avec leur casque et que c'est pas bon pour leurs oreilles, on Non, le sait. c'est vrai. Soit qui du coup décident de mettre la musique sur leurs enceintes, aussi petites soient-elles, te pourrissent tout l'appartement ou une bonne partie de la maison. Là, comme le son est orienté, du coup, ils ont leurs petites enceintes, ils ont leur musique. C'est pas dans les oreilles avec le casque, mais du coup, c'est Un compromis. un bon compromis, je trouve. Ça Donc coûte c'est cher pas inintéressant. Il n'y a pas encore de prix annoncé sur l'Europe. Donc ça va coûter puis que, cher. Voilà, ça coûte assez cher. Il y aura un modèle sport qui est plus dans les 200 € aussi. Ouais. Mais pour l'instant, ils se tâtent à venir sur le marché européen. inventent la Moi, je bulle dis musicale. venez LG avec ça parce qu'on n'a pas l'équivalent chez les autres marques. Et Si. je pense que c'est LG, pas inintéressant si vous nous pour regardez. justement ce marché des ados qui vont avoir à être sourds à l'âge de 30 ans s'ils continuent comme ça. Alors, attendez, je vous interromps, ça existe chez un concurrent. On a vu ça au CES cette année, c'est JBL qui a Voilà. sorti un produit Est-ce de qu'il ce est genre-là. sorti en France, en Europe? Je vais regarder. Ah, parce Voilà. que tu vois, pour l'instant, JBL qui a je n'ai été pas vu racheté. sur le marché européen. Je JBL vois. qui a été racheté Mais par Samsung. Par un certain Samsung, Voilà, enfin Harman, ça restera- oui, ça restera en qui Corée. possède- Allez, coup de cœur suivant avec Didier. Mais moi, je vous aurais bien parlé d'un casque aussi, parce que j'ai testé les Beats 6, là. On a fait une petite vidéo pour aller voir. On va la montrer. Mais j'étais un peu. Alors, c'est l'anti-AirPods, hein. C'est vraiment, il y a la télécommande, il y a tout un tas de trucs cool. Il y a encore le petit fil, on n'a pas l'air bête avec ces. Donc c'est pas comme les AirPods, hein, c'est plus classique Exactement. en présentation, c'est plus sport. Voilà. Mais moi, je les ai cassés le premier jour. Bon, bah voilà. Le verdict Donc, est rapide. hein. oui, bah, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu moins haut de gamme que les AirPods. Du coup, je vais vous parler d'un autre truc un peu plus cool pour le week-end. C'est une application, puisque toi, Olivier, tu joues dans ton canapé le soir, on le sait. Bien sûr. Et c'est un petit jeu qui a été développé en Suisse. Bizarrement, il y a des studios de. Ton pays d'adoption. Oui. Rappelons que tu es épousé une Suissesse. Voilà. C'est une Et- mission internationale. Exactement. Et il y a des studios de développement de jeux en Suisse. Sans Et il y en a un déconner. qui s'appelle Sunnyside Games, qui a fait une petite appli qui a hyper bien marché, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, qui s'appelle The Firm. C'était il y a Millions quelques années. Ouais. Ah bon. Vraiment un joli coup. Et là, ils ont récidivé en fait. Il y a quelques semaines, ils ont sorti donc un petit jeu qui s'appelle Towaga. Et en fait, tu incarnes un petit sorcier. Ça se joue au pouce. Donc tu dois tuer des méchants en fait, hein. C'est assez simple. Et c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il se prend, enfin il est pas trop facile et surtout il est pas bourré d'achats in-app gratuits comme on a maintenant. On paye juste 3 € et on peut jouer des heures. Il y a beaucoup de niveaux, c'est vraiment chiadé. Enfin ils ont vraiment passé beaucoup de temps à faire leur créa. Et voilà, je voulais leur donner un petit coup de pouce bien mérité. Bon, on va l'essayer très très vite, ne fût-ce que pour le magazine écrit de mon côté. Regardez, mon coup de cœur il est là. C'est un gimbal, c'est un Steadicam, on va le mettre en route. Mais non. Voilà, regardez, magie du direct, ou presque, voilà. Voilà, vous voyez, regardez, je le mets de l'autre côté. Et l'originalité, c'est qu'il a un petit joystick, hein, donc c'est à peu près les fonctions qu'on retrouve. Vous voyez, je le monte, je le descends, jack. Ça, on peut monter, vous avez vu directement l'iPhone 7 Plus avec le contrepoids qui va bien. Et on peut également l'adapter avec
avec une coque. L'originalité de ce modèle, d'abord, c'est qu'il est français. C'est une start-up toulousaine qui fait ça. Ça s'appelle Quantic et le modèle s'appelle l'Atmos. L'autre originalité, c'est que regardez, il y a une prise. Vous voyez pas en dessous ici. Là, je suis en train de le casser, mais c'est pas grave. On va l'éteindre. On ne force pas. Voilà, vous avez une prise ici sur laquelle vous pouvez brancher éventuellement un micro ou vous avez une possibilité de brancher directement une GoPro. Si vous préférez une action cam à une caméra, vous n'avez pas besoin d'acheter un gimbal pour chaque modèle. C'est Quantic qui fait ça s'appelle l'Atmos et ça coûte 250 €, donc c'est un peu moins cher. C'est même pas mal moins cher que ses concurrents, notamment du côté chez DJI avec l'Osmo. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 253e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. J'ai posé le... J'ai un truc à dire. Oui, vas-y. Pour tous ceux qui sont du côté de Bordeaux, la semaine prochaine, il y a la Grande Jonction et il y a le Cartoon Movie. C'est gratuit, vous pouvez encore vous inscrire sur Internet, allez faire un tour sur mon fil Twitter. Je serai à Bordeaux pour animer la conférence et on va parler entre autres de réalité virtuelle, de transmédia et de réalité augmentée. Je peux venir? Non, bon. Tu peux venir, tout le monde peut s'inscrire. Bon, bah, écoute, avec grand plaisir. Donc c'est la fin de ce 253e épisode d'On refait le Mac, 254e épisode d'On refait le Mac. Merci d'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine ou presque Fanny dans cette émission, Monsieur X. Didier, tu reviens quand tu veux. Idriss, merci également d'avoir été avec nous ce soir. Tu reviens quand tu veux. À très vite. Et quant à nous, on se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Au revoir.